séquence suivante. Alors, ça va être un atelier créatif qui vous a été concocté et je vais vous en donner le titre et j'appelle les intervenants tout de suite à me rejoindre sur scène. L'éveil entrepreneurial, pourquoi il ne faut surtout pas, et surtout pas est en majuscule, entreprendre quand on est chercheur ou jeune chercheur. Donc il y a un clin d'œil et pour ça j'appelle Thomas Gerbeau, Maxime Robin, Céline Soulier, je suis désolé si je prononce mal, Marie Brzezinski et Jean-Baptiste Gessier. Voilà, vous pouvez prendre la place autour du plateau, comme vous voulez. Vous avez chacun un micro. N'oubliez pas de tenir près sur votre menton, à la de Chavannes. Les quarantenaires comprendront. Vous pouvez enlever le masque quand vous parlez et le remettre peut-être quand vous ne parlez pas, si vous voulez. Voilà. Merci à tous et à tout de suite. Allez. Bonjour à tous et à toutes, donc je suis Jean-Baptiste Gessler, pas Gessier, mais c'est pas grave, le directeur de la French Tech Aix-Marseille. On voulait vous proposer aujourd'hui de savoir comment on change les slides. De savoir comment on change les slides, c'est ça qu'on voulait vous proposer. On voulait vous proposer aujourd'hui un atelier un petit peu original, un petit peu dynamique, parce qu'on a vu des entrepreneurs extrêmement inspirants. Maintenant, on va rentrer un peu dans le dur de ce que peut être l'entrepreneuriat quand on est un chercheur. Et on va essayer de démonter certains clichés. Et on a voulu effectivement provoquer un peu et dire pourquoi il ne faut surtout pas entreprendre quand on est chercheur. Si on peut, je ne sais plus qui c'est qui commande les slides, mais on peut passer au slide suivant. On n'a pas de... Pour pouvoir faire dans les bonnes conditions, est-ce qu'on aurait une zapette? C'est dans les conditions du direct. Pareil. Ah, trop bien, merci. Super. Okay. Merci. Merci. Cet atelier va pouvoir reprendre normalement. Allez, je vais pouvoir arrêter de meubler. Et alors, du coup, comme c'est un atelier un peu créatif, on vous demande de sortir vos téléphones et d'aller sur kahoot.it pour les gens qui sont dans la salle. Et les gens qui sont et en les gens, ligne tous les également. gens, plein de gens. Donc kahoot.it. On va y arriver. Ça a marché. C'est parti. Donc on vous propose du coup ce réveil entrepreneurial qui n'est pas un atelier créatif mais qui est plutôt un lancement de dynamique. Deux présentateurs qui sont réunis de ce côté du plateau et nous vous présenterons après nos trois experts qu'on a mobilisés sur le sujet pour surtout vous inciter à ne pas entreprendre quand vous êtes doctorant et chercheur car ce n'est vraiment pas une bonne idée. Donc je présente du coup Jean-Baptiste qui est directeur général d'une grande maison qu'on appelle la French Tech et dans son rôle du coup est de fédérer des forces vives entrepreneuriales du territoire, d'accompagner, de valoriser tout cet écosystème, que ce soit les structures d'accompagnement que vous allez rencontrer ou que ce soit bien sûr les startups de notre belle région sud, Aix-Marseille. Et donc Marie Brzezinski qui est de Pépites Provence, Pépites qui, comme son nom l'indique, a pour ambition de faire émerger les pépites au sein des étudiants entrepreneurs et qui les accompagne chaque année. Combien est-ce que vous en accompagnez chaque année Cette année, 91. Wow. Quasi 50% d'augmentation de nos effectifs. Mais je ne suis pas là pour parler de du pôle. Enchaînons. On peut en parler quand même. Nous allons enchaîner sur la présentation du coup de notre panel d'experts. On vous a amené le top niveau des intervenants pour pouvoir justement vous convaincre de ne pas entreprendre. Avant ça, vous avez sorti vos téléphones, maintenant on va vous expliquer pourquoi. Donc vous êtes branchés sur kahoot.it, on va vous demander de renseigner ce petit code PIN et vous allez voir, la partie va se lancer et vous allez pouvoir interagir avec nous en tant que membre de la communauté de notre première panéliste. On commence à avoir quelques inscrits, donc pour des raisons techniques... Ouais, si tu peux. Après, on peut se présenter en attendant que les gens s'inscrivent. On a du monde. On a déjà une dizaine de personnes qui sont présents. Alors, c'est pas diffusé en direct les résultats pour des questions de modération, mais on vous partagera évidemment. On vous les dira.
On partagera. Et je pense que d'ailleurs, on peut commencer par présenter Céline Soulier, directrice de l'incubateur Belle de Mai, parce que Céline est à la fois organisatrice, modératrice et intervenante. Elle fait absolument tout sur ce panel, donc on peut la remercier. Elle gère le caout et elle va intervenir en même temps. Elle a le cerveau gauche qui est complètement dissocié du cerveau droit. Elle fait 10 choses en même temps, c'est absolument magnifique. Donc, et on va surtout essayer de vous convaincre de ne pas entreprendre parce que c'est pas fait pour les chercheurs et les docteurs. Exactement. Donc l'incubateur de la Belle de Mai, peut-être quelques mots, c'est un incubateur qui est connecté à la recherche publique. Alors effectivement, l'incubateur Belle de Mai est un incubateur appelé Allègre, qui a été créé suite à une loi sur l'innovation en 99 et qui aide et qui accompagne des entrepreneurs et des chercheurs à aller vers la création d'entreprises. Mais on ne va pas vendre la réponse à notre atelier. Donc, aux côtés de Céline, nous avons aussi Maxime Robin. Maxime Robin qui est enseignant-chercheur et qui peut parler de pourquoi il ne faut pas entreprendre puisqu'il a entrepris par 3 reprises. Est-ce que tu souhaites nous en dire plus ? Oui, bonjour. Donc, moi, alors, je suis enseignant-chercheur. Donc, moi, j'ai entrepris juste après ma thèse avec des copains étudiants en thèse. Mais c'était il y a longtemps, c'était en 2002. Donc, il n'y avait pas tous les services. Et bon, ça a marché un certain temps. Donc, voilà, quand on est chercheur, on cherche, on a la tête dans le guidon. Et c'est un peu compliqué de devenir entrepreneur en même temps pour gérer, en fait, ce qui est le labo, l'entrepreneuriat, trouver des marchés, trouver des financements, trouver des clients. Et là où le chercheur a le plus de soucis, c'est que le chercheur, il a 10 idées la journée, il sait écrire des projets, il sait faire des super trucs, il sait chercher de l'argent public, ça on sait faire. Mais mettre un produit sur le marché, trouver un marché, on n'est pas fait pour ça et il faut se former. C'est très complexe, effectivement. Ça rejoint ce que disait aussi Pierre Depnou. Et donc, on présente notre 3e panéliste, Thomas Gerbeau, qui est cofondateur et directeur d'Alger. Et tu vas nous en dire quelques mots, mais tu es aussi un ancien chercheur, un ancien issu de la recherche académique. Et donc, tu as ce double parcours-là et tu vas pouvoir témoigner là-dessus. Donc, Alger, est-ce que tu peux nous préciser ce que vous faites dans cette belle société ? Oui, bonjour. Alger, on fait de l'informatique. Donc, on appelle ça de l'IA, nous. Sinon, ça ne vend pas. On fait de l'informatique, de la data science. Et je suis un ancien de la recherche. J'ai fait ma thèse à Cadarache en fusion. Et après, je suis parti faire un petit postdoc parce qu'il fallait faire un petit postdoc en Angleterre. Et je suis revenu en France parce qu'il fallait retrouver le soleil. C'était pas gérable là-bas. Donc, je suis passé par la recherche, je suis passé par le postdoc et j'ai quitté ce monde pour passer de l'autre côté. Et je vais vous décourager, en fait. On espère réussir à faire ça en une demi-heure, effectivement. Céline, peut-être petit point communauté. Alors, j'ai attendu, on a passé la 30aine d'inscrits. Du coup, on est en train de poser différentes questions. Alors, ceux qui participent, vous avez le temps de répondre. Il faut juste que j'arrive à passer les différents slides en même temps. Hop là. Donc, l'idée, c'est de faire un petit sondage sur est-ce que vous avez déjà envisagé de créer votre entreprise ? On va voir le nombre de réponses. Allez, vous avez 15 secondes pour nous dire si vous avez déjà envisagé de créer votre entreprise, innovante ou pas. On va voir si la salle est réactive sur cette question. Les 4 réponses possibles, c'est jamais de la vie, ni plus ni moins, j'ai des idées mais surtout des gros doutes, et carrément j'ai envie de créer ma boîte. Tous ceux qui répondent carrément, il faudra aller voir Manon juste après. Et sortir, parce qu'on est là pour vous décourager. Donc. Alors, vous êtes trompé d'atelier. Alors en gros, dans les résultats, il y a quand même 19% qui nous disent jamais de la vie, donc on sera curieux de savoir pour quelle raison. Ni plus ni moins 11%, j'ai des idées mais surtout des doutes 41%. On va espérer que la journée vienne répondre à ces doutes. Et carrément 30%, donc les 8 qui ont dit oui, qu'ils ont envie de créer, on vous attend sur les stands tout à l'heure. Alors, pourquoi un chercheur ne peut pas entreprendre ? Entreprendre quand on est chercheur, c'est le thème. Et là, ce qu'on veut, c'est vos idées. Pourquoi est-ce qu'un chercheur ne pourrait pas entreprendre ? Pour venir rebondir, évidemment, sur ces clichés, sur l'entrepreneuriat des chercheurs et des doctorants. Donc, allez-y. On attend vos réponses. Vous avez plus de temps pour réfléchir, pour écrire. Donc, si tu veux passer à la suite, et on fera un petit bilan. Je passe à la suite, effectivement, et je te laisse modérer le caout. Alors, l'affirmation numéro 1 qu'on a trouvée, pourquoi ne pas entreprendre quand on est chercheur ? Eh bien, un chercheur, c'est fait pour chercher. Donc, cher panéliste, que pensez-vous de cette trouver, c'est ça affirmation ? que tu veux dire C'est pas moi qui l'ai dit, mais je vous laisse. Sinon, il s'appellerait trouveur au lieu d'être chercheur. Non, voilà. Un chercheur, ça cherche, et lui, ça a la tête dans le guidon et ça ne fait que chercher. Ça cherche et surtout, il faut de temps en temps qu'il lève la tête et qu'il regarde ce qui se passe autour. Et dans les labos de recherche, on fait à la Aix-Marseille Université, on essaie de faire de l'excellence, d'être excellent dans tous les domaines. L'excellence, c'est-à-dire chercher le produit, les produits, les innovations les plus importantes
Et le gros problème, c'est cette rupture d'innovation, c'est-à-dire est-ce qu'on est trop tôt, est-ce qu'on est trop tard? Alors en ce moment, souvent, la recherche publique, on est en concurrence avec tout le monde, avec le monde entier, tous les instituts de recherche. On a un classement de Shanghai qui nous classe parce qu'on doit être meilleur que les autres et ainsi de suite. Et donc pour être meilleur, on cherche. Et souvent, on ne s'arrête pas pour dire est-ce que j'ai trouvé, est-ce que c'est accessible, est-ce qu'il y a un marché, est-ce que je pourrais sortir un produit? Et vraiment, le souci du chercheur, on va dire, c'est de faire ce lien, de se dire j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai un truc qui est bien, mais est-ce que je peux faire un prototype et est-ce que je peux avoir quelque chose qui est vendable sur un marché? Et ça, c'est quelque chose qu'un chercheur, il cherche, mais il ne cherche pas un marché, il cherche à découvrir quelque chose. Et toi, Thomas, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de la recherche à l'entrepreneuriat et comment est-ce que tu as géré la différence entre les deux, entre justement cet objectif de chercher vraiment des solutions scientifiques à des problématiques et de chercher un produit qui corresponde à un marché dans ta nouvelle vie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce parcours-là? Donc moi je savais chercher, je sais toujours résoudre des problèmes complexes. Donc le premier travail qu'on a eu quand on s'est lancé avec mon frère en 2015, c'était pas de chercher, c'était de trouver des clients, des gens qui voulaient nous payer pour faire notre travail et réussir à leur expliquer ce qu'on savait faire. Donc au final, un chercheur, ça cherche, ok, c'est cool, mais le but du jeu, quand tu as ton entreprise et que tu veux te lancer, c'est de trouver des clients, c'est trouver des gens et trouver des gens qui vont payer pour ton produit. Dans le cadre de l'informatique, c'est assez facile. Il faut leur dire que tu fais de l'IA et finalement, après, tu te mets à faire des maths et de l'info. Donc ça, c'est sympa. Tu réussis à trouver un budget et avec ce budget, tu as aussi une deadline, un truc qu'on n'a pas trop en recherche, c'est qu'on a des vrais deadlines dans le commerce. On commence à en avoir. Parce qu'en fait, on se fait engueuler par les gens au téléphone. Il faut vraiment les remplir. Et donc, il faut réussir à trouver une solution qui va rentrer dans le budget et dans le temps. Il faut que ça marche. Donc, c'est là où on continue à chercher des solutions et à les construire, en fait. Donc, on est dans cette démarche toujours de réfléchir, à comprendre, à gérer cette complexité et à faire quelque chose. Et ça, les chercheurs savent vraiment faire, en fait. Donc, il y a quand même des similitudes assez fortes entre les deux logiques, quoi. Et Céline, tu voulais rajouter un mot? Je t'ai vu. Ah non, du coup, moi j'ai les résultats de Kahoot qui s'affichent en face de moi. Ça me fait. Voilà, on va continuer. Alors sur la deuxième affirmation, pourquoi ne pas entreprendre? C'est trop complexe finalement la recherche pour en faire une entreprise. Peut-être qu'on peut avoir le Kahoot qui... Je confirme qu'effectivement, un certain nombre de réponses sur la complexité vont être envoyées par les participants. On va avoir manque de compétences, pas fait pour ça, ils n'ont rien trouvé, la vision business qui n'est pas présente, les trucs s'affichent et s'affichent. Le manque de temps, l'isolement, qui revient à plusieurs reprises, que c'est pas des commerciaux, qui sont tellement habitués par la recherche qu'ils vont pas ailleurs. Le manque de temps et d'argent. Je pense que voilà tous les clichés et c'est pas que des clichés en fait. Le ressenti des participants sur le chercheur qui peut ou pas entreprendre. Peut-être relancer Thomas sur ça, sur le manque de compétences, et puis après on passera la parole avec Maxime. Comment est-ce que tu as fait pour rajouter les briques qui te manquaient? Est-ce que le fait d'être à plusieurs, ça peut aider? Est-ce que, évidemment, on peut recruter, mais ça c'est au bout d'un moment, il faut avoir le budget pour le faire. Comment est-ce que tu as géré ça? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as rajouté des choses à ton cursus? Ou est-ce que c'est venu aussi des interactions que tu as pu avoir? Alors j'ai commencé tout seul, avec mon frère, mais il est matheux, il est pire que moi. Moi je suis physicien, lui il est matheux, donc commercialement c'était absolument infect. Donc il a fallu comprendre comment est-ce qu'on va aller trouver des clients et comment on va gérer ça. Donc ça c'était très très difficile en effet. Ça je vais pas vous, c'est vrai, c'était dur. On n'est pas formé pour ça. Faut être complètement extraverti, aller voir les gens, expliquer, réussir à raconter des trucs. Faut réussir à faciliter, à simplifier son discours. Donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Moi, je pense comme vous, j'ai un gros problème. Moi, j'ai ce problème-là, c'est que j'ai Laurie, elle appelle ça le sérum de vérité. C'est que je dis la vérité aux gens. En tant que scientifique, j'étais payé pour ça. Ça, faut oublier à tout jamais. Donc c'est super compliqué, mais en même temps, c'est ça qui est super sympa. C'est qu'il faut y aller. C'est ton projet, c'est à toi de le vendre. Et donc oui, c'est compliqué. C'est bien de s'entourer, mais c'est pas ce que j'ai fait. Alors, je vais revenir sur la recherche, c'est trop complexe. Les chercheurs, ils aiment bien que ce soit complexe parce qu'ils se parlent entre eux. Et plus c'est compliqué, plus ils se comprennent. Le seul souci, c'est que si vous voulez entreprendre, il faut que tout le monde comprenne ce que vous faites. Et donc là, il faut faire de la vulgarisation.
Et la vulgarisation, c'est pas inscrit dans les gènes et c'est surtout pas inscrit dans les ANR. Alors de plus en plus pour les ERC, quand vous faites des demandes de financement, on vous demande. Déjà, moi, je suis perdu là. Les ANR, donc, les voilà, ERC. On parle tous par acronyme, donc on est des chercheurs, on est là aussi pour faire beau. Donc ouais, c'est complexe, mais c'est surtout parce qu'entre guillemets, on veut rester complexe et on veut surtout, on est dans un petit monde et on veut rester entre nous et pas faire comprendre aux autres que ça pourrait être très très simple et qu'on aurait des applications. Donc je vais passer à la slide suivante pour essayer d'avancer. Mais est-ce que c'est complexe, mais est-ce que ça se soigne? Oui, il y en a qui se soignent très bien et qui réussissent très très bien. On a un docteur du coup au milieu qui aide à soigner les chercheurs qui entreprennent. Donc, Ouais. est-ce que tu peux avoir aussi un retour sur l'accompagnement que Justement, tu peux là, donner, on a deux cas où soit compris ils ont financier, entrepris d'ailleurs. vraiment il y a longtemps où il n'y avait peut-être pas assez de structure et aujourd'hui on va voir tout au long de la journée justement quelles sont les aides et les accompagnements qui existent pour aider à entreprendre. Rien qui a fait le choix peut-être personnel de ne pas être accompagné mais qui peut nous faire un retour aussi sur ce choix-là qui aurait peut-être aidé à aller plus vite ou simplifier certaines choses. Mais il existe effectivement et on le verra au déroulé de la journée. Et du coup, on passe à une des composantes de l'accompagnement qui est aussi le financement et que vous proposez à l'incubateur Belle de Mai, mais il y a d'autres sources et on va interroger les autres panélistes. Mais qu'est-ce que vous proposez pour permettre de financer les projets justement, qui pour démarrent? contrecarrer cette affirmation, les entrepreneurs souvent ils disent je ne vais pas gagner d'argent tout de suite, ça va me coûter trop cher, etc. Aujourd'hui, dans la deep tech, l'accompagnement est quand même bien financé. Alors c'est sûr que c'est pas gagnant pour tout le monde ne va pas forcément être financé. Bon, à l'incubateur Belle de Mai, on a une avance remboursable. Les incubateurs Allègre, les incubateurs qui accompagnent les chercheurs en particulier ont du financement. Mais il y a d'autres structures évidemment et il y a du financement spécifique pour la deep tech parce que ça a besoin de temps pour se développer. BPI. BPI, évidemment. On ne va pas les citer, ils sont partout. Et du coup, comment est-ce que Thomas, comment est-ce que tu as fait pour financer les premiers pas de l'entreprise? Est-ce que ça a été autofinancé directement? Est-ce que vous avez eu des investisseurs extérieurs qui ont aidé au démarrage? Comment est-ce que tu as pu financer les premiers pas? Est-ce que le chômage a aidé? C'est souvent le premier financeur des entreprises en France, c'est souvent Pôle emploi. Exactement, on a commencé avec Pôle emploi qui nous a aidés pendant... on a eu le paquet Pôle emploi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on est parti avec 6 mois ou 1 an d'un coup. Et en fait, nous, comme on fait du service numérique, on avait plein d'idées géniales, tout ça, deep tech, mais en fait, il y a un moment, on voulait trouver des clients maintenant, tout de suite. Donc on s'est autofinancé. On a eu les aides Pôle emploi et après, on a eu les clients directement. Et ensuite, quand on a grossi, on est parti chercher des financements avec un cabinet de financement. Ça, c'est des gens super importants. Votre meilleur ami, c'est votre comptable. Mais sans déconner, c'est votre comptable et c'est vos cabinets de financement d'ingénierie financière qui vont vous aider à monter les dossiers. On ne va pas faire des ANR, des ERC, on va faire des dossiers BPI, ce genre de choses-là. Donc en fait, on se retrouve à faire des gros dossiers compliqués. Bon, simplifiés pour les gars de Sciences Po qui puissent le lire, quoi, parce que sinon on les perd. Merci et pour on eux. fait du dossier. Ouais. Merci pour nous. Non mais c'est vrai, il faut qu'on vous explique parce que c'est... Non mais c'est pas méchant ce que je dis. Donc en fait, il y avait un peu d'accompagnement quand même. Il était pas public, mais il était privé quand même, l'accompagnement. Il était là, l'accompagnement. Oui, il y avait un expert comptable, il y avait des cabinets, oui, il y avait des gens. On le payait, bien sûr, mais c'est super important parce que en fait, le vrai critère, c'est déjà ton énergie que tu as, la capacité que tu as de choper des noms dans la tête, parce que tu vas te prendre des noms, ça fait mal, et puis ton temps. L'argent, c'est presque après. C'est d'abord ton temps, ta capacité à avancer. Donc, il faut maximiser tout ça. Moi, je suis parti avec rien. Si je devais recommencer, peut-être je ferais un peu différemment. Mais on avait négocié avec un incubateur, il voulait nous prendre trop de pourcentage sur notre boîte et du coup, on a commencé par négocier. Ça, c'est un cliché ça s'est mal passé. C'est un cliché qu'il faut qu'on enlève. Les incubateurs publics ne prennent pas de pourcentage sur les sociétés et les accélérateurs publics aussi, et il en existe. Donc après, c'est sûr, pour y rentrer, c'est beaucoup plus compliqué. Les places sont chères. Et moi, je voulais juste demander, parce qu'on a un très beau panel, Maxime, qui est plus dans le domaine du coup de la chimie, de la cosmétique aussi. Est-ce que sur ce genre de domaine de recherche, ça coûte cher aussi de se lancer? Et est-ce qu'il y a des solutions pour dépasser ce problème? Ça coûte cher, ça coûte toujours trop cher quand on est un jeune entrepreneur ou un jeune étudiant. De toute façon, les prix, tout de suite, on n'a pas d'idée. Alors, il faut se faire aider. Donc, il y a le pôle pépite. Donc, on est là pour ça. Mais ça coûte toujours trop cher. Voilà. Il n'y a jamais personne qui va vous dire ah oui, de toute façon, j'ai les moyens, j'y vais. Sauf que vous appelez Rothschild et que vos parents ils vous donnent un chèque et vous y allez, faites ce que vous voulez. Mais non, ça coûte toujours trop cher. Et c'est là, trouver des financements. Et là, la recherche, nous, on s'est chercher des financements. C'est faire chercher des financements pour la recherche.
mais c'est toujours les mêmes guichets avec pas trop de retour sur investissement. Et il y a beaucoup de sociétés qui se montent comme ça dans les labos. Hein. On va faire tourner la société pendant 2-3 ans sur des financements publics, mais jamais avec le but de passer le pas, de dire on va vendre, on va trouver des clients pour vendre. Et finalement pérenniser l'entreprise avec un business model. Ouais. Ok. Alors si vous n'êtes pas convaincu, on vous rappelle un peu aussi le programme de la journée et vous allez avoir, pour ceux qui sont intéressés par résoudre ce problème, une table ronde sur le financement qui sera organisée par BPI, qui vous présentera un peu tous les dispositifs qui sont mis en place. Je passe rapidement à l'affirmation numéro 4. Finalement, ne vous lancez pas puisque personne ne vous soutiendra. Est-ce que vous avez été soutenu ou vraiment très solitaire dans votre chemin de croix qu'a été l'entrepreneuriat pour vous? Alors ça va être votre famille, donc ça c'est une obligation, mais vous avez toujours votre famille qui vous soutient. Après nous on avait créé A3, donc on avait 3 potes et on avait nos directeurs de labo qui là par contre étaient bienveillants envers nous et qui nous hébergeaient, qui nous donnaient des contrats, qui essayaient. Donc là oui, il y a des gens qui essayent de vous soutenir, mais la plupart du temps c'est vraiment votre cercle fermé qui va être là pour vous soutenir et après c'est à vous d'aller chercher des soutiens ailleurs. Est-ce que ça reste plutôt à la marge d'avoir des collègues de labo qui veulent se lancer là-dedans ou est-ce que ça s'est démocratisé? Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou est-ce que ça reste tabou dans les labos? Non, je pense que ça se parle de plus en plus. Après, le gros souci, c'est entre étudiants, c'est facile. On fait les thèses en même temps, ou alors on est en postdoc avec un thésard, tout ça, donc on a à peu près le même âge. Le gros souci, c'est le transfert de la technologie d'un ancien chercheur qui est là depuis longtemps. Il dit, cette recherche, c'est la mienne, elle m'appartient, et je ne veux surtout pas que l'étudiant qui l'utilise puisse gagner de l'argent. Mais à un moment donné, de toute façon, le chercheur qui est en fin de carrière, soit il s'y met complètement, mais il faut qu'il s'y mette, et souvent, ils sont assez réticents. Mais je pense que de plus en plus, les nouveaux chercheurs, les nouveaux enseignants, chercheurs qui rentrent dans les laboratoires ont plus cette perspective de dire je vais transmettre ou je vais essayer avec tous les systèmes qu'il y a maintenant, le 25.3, le 25.1, donc les contrats allègres. Donc on peut prendre un risque pendant un certain temps et revenir, donc le risque est limité en fait. Ok, je pense qu'on a parlé aussi d'accompagnement déjà et qu'on est déjà pas mal à la bourre pour les autres. Et du coup, on renvoie vers la table ronde qui aura lieu juste après le super témoignage d'un entrepreneur. Avec la CISAM notamment. Où vous allez rencontrer du coup toute la typologie d'acteurs et tout l'écosystème foisonnant qui est là justement pour vous soutenir dans tous les pas de votre activité. Sans transition, affirmation numéro 5, je vais plus peut-être spécialement m'adresser à Céline. Finalement, on ne peut pas entreprendre quand on est chercheur parce que c'est illégal. Alors, tout à fait. Non, vous allez aller en prison. Justement, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette fameuse loi de 99 qui a évolué au cours des années, mais après, il y a plusieurs cas de figure. Il y a soit celui qui est docteur, qui a un titre, un doctorat, mais qui est déjà dans l'univers du privé et qui peut partir donc avec Pôle emploi, etc. Soit le chercheur qui est rattaché à un laboratoire, qui a différentes solutions juridiques, qui doit simplement demander un accord de son employeur pour pouvoir se lancer. Ça doit passer par des commissions de déontologie, il y a un accompagnement pour ça, mais il y a une direction de la recherche et de l'innovation dans les universités qui peuvent aider justement les chercheurs et les docteurs à aller vers la création d'entreprises en restant en poste. Est-ce que tu veux préciser Non, on est mieux accompagné. On a Protis Valor, la SAT. Donc voilà, dès que maintenant vous avez une idée, on vous accompagne si vous avez posé un brevet et ainsi de suite. Et comme le disait, votre meilleur ami, c'est le comptable. Et maintenant, je dis l'avocat. Et de plus en plus, prenez un comptable et un bon avocat parce que si vous faites de la deep tech, ça va être de l'innovation. Il va y avoir à un moment donné des problèmes de propriété intellectuelle et industrielle. Non, je crois qu'il faut qu'on se dépêche. Ok. Eh bien, affirmation numéro 6 sur 7. Un chercheur ne dispose finalement pas des compétences de base pour entreprendre. Alors, on a abordé en début effectivement de table ronde du fait que vous savez chercher et qu'effectivement un entrepreneur cherche aussi une opportunité sur le marché. Finalement, quelles compétences pour vous se rapprochent, sans spoiler la table ronde d'après, mais très rapidement, quelles compétences Peut-être Thomas, toi qui as embauché des chercheurs, au-delà de ton parcours à toi, tu as derrière embauché des chercheurs. Qu'est-ce que derrière, comme compétences supplémentaires, tu essayes de leur inculquer pour qu'ils rentrent dans cette logique de participer à l'aventure entrepreneuriale et qu'est-ce que de l'extérieur aussi, sur ces personnes que tu as pu embaucher et associer à ton aventure, tu t'estimes qu'il était nécessaire de formation en plus?
Je pense que le premier point, c'était de respecter les délais. C'est-à-dire qu'on doit sortir quelque chose, ça doit sortir là. Je ne peux pas expliquer au client que ça sortira dans 6 mois ou 1 an après, je vais me faire assassiner. Donc réussir à respecter ça, faire juste ce qu'il faut, juste ce qui marche, ce qui est super difficile et extrêmement frustrant. Un second point, c'est aller parler aux gens et puis en fait se dire, enfin, je suis avec des gens qui font de l'info et des maths, on est bien derrière notre PC, mais au final, ça c'est la partie cool du travail, la partie sympathique, machin, c'est sympa. En fait, il faut quand même aller les voir et aller comprendre et rentrer dans leur tête, rentrer dans le monde des clients qui ont un métier, c'est pas notre métier, comprendre, leur expliquer et en fait dialoguer avec eux. Et ça, j'en ai une qui n'a pas réussi à passer le cap, mais les autres ont réussi à passer ça et ça les intéressait vachement. Ils ont les compétences de résolution de problèmes, parce que ça on apprend. C'est juste qu'il faut l'adapter à d'autres problèmes, à différents métiers. Donc ça, c'était pas forcément évident. Et aller parler aux gens, aller faire ses visios en permanence, expliquer. On aime ou on n'aime pas. Ils trouvent que oui, ils aiment bien. Très bien, ben merci. Je me permets d'avancer. Je vous donne rendez-vous du coup pour la deuxième table ronde qui aura lieu sur les compétences entrepreneuriales avec la chaire de la légitimité entrepreneuriale pour creuser, continuer à parler autour de ce sujet-là. Dernière affirmation. Finalement, entreprendre quand on est jeune docteur ou chercheur, pourquoi faire ? Et je vais m'arrêter là, je vais vous laisser répondre. Pourquoi avoir entrepris ? Moi, la première fois, c'est que j'avais fait ma thèse, j'étais parti en postdoc, je revenais des États-Unis et on revient, c'est Pôle emploi où les postes cherchaient un emploi et on s'était dit, voilà, notre emploi, on va se le créer. Et donc on a fait ça pour ça. Après, moi, j'ai eu la chance de rentrer à l'université. Donc après, c'est toujours pareil, il y a un choix de vie. Vous êtes des associés, il faut quand même assurer un minimum qu'il y en ait un ou deux qui travaillent pour que l'autre puisse profiter de la boîte, surtout que les gérants. Donc pourquoi faire ? Le but du jeu, c'est quand même de se faire plaisir. Quand on fait de la recherche, oui, on se fait plaisir, mais aussi trouver de quoi manger. Je pense qu'il y avait aussi dans la première intervention de Pierre Depnou, une notion d'arriver aussi à partager son innovation avec le plus grand nombre et à lui permettre de diffuser aussi, de diffuser ce qu'on a trouvé et de le rendre utile dans la vie des gens. Ouais, là on arrive dans la pyramide de Maslow où on est tout en haut de la pyramide où on a atteint son maximum. D'abord on mange. Mais d'abord, vous dites, quand on crée le but du jeu, c'est quand même soit vous avez les moyens, vous êtes en poste, alors c'est l'avantage d'être enseignant ou chercheur et de se dire on a ces systèmes-là qui nous permettent de le faire, donc on est tranquille. Mais la tranquillité, c'est aussi un problème de temps. Ouais. Et comme je le disais, le temps, on doit faire des produits, on doit rendre, on a des délais, on doit vendre des produits et c'est ça le plus compliqué. Thomas, quelques mots sur les motivations. Alors pourquoi entreprendre ? C'est vrai qu'une vie de recherche dans un labo, c'est quand même plus sympathique, c'est plus tranquille et c'est pas la même vie. Donc si vous voulez entreprendre, c'est que vous avez envie de faire autre chose, de vous lancer dans une aventure humaine perso, de monter votre truc à vous, monter votre bébé, y aller, vous prendre des tôles parce que vous allez vous prendre des tôles, mais en même temps c'est bien, je trouve que c'est super intéressant. Par contre, c'est là où je vais vous faire peur, c'est dur quand même. C'est pas facile, on manque d'énergie à un moment, le soutien est compliqué surtout au début, donc on rêve tous d'avoir une société qui marche bien, on est 50, c'est la fête. Ouais, ça c'est ce qu'on imagine, enfin 50 ou 100 ou 5000. Mais 50, est-ce que c'est la fête ? C'est déjà... Non mais quand on se lance là-dessus, c'est qu'on on se lance là-dedans, c'est son projet. Il faut savoir que ça peut échouer, que c'est une histoire qui peut durer quelques temps ou très longtemps. Bon, c'est difficile, mais je trouve que c'est super intéressant. Moi, j'ai commencé en 2015. Si je devais refaire, je le referais en fait. Peut-être pas pareil, mais je le referais quand même. Il faut que ça vienne de vous. C'est vous qui avez la réponse au pourquoi en fait. Céline, dernière intervention sur pourquoi faire, toi qui as vu. Attention, ça c'est conclusion. Non, mais souvent, je rejoins ce que dit Thomas, ceux qui viennent nous voir parce qu'ils veulent créer leur entreprise, ça vient de l'intérieur. Il y a une envie d'avancer, de partager, soit sa recherche, ils ont envie de créer quelque chose. L'aspect financier est peut-être moins dit, il y a un peu un tabou, ça se dit pas forcément. Après, la question d'échec, il faut réussir, et ça c'est quelque chose d'assez culturel en France, de se dire c'est pas grave. Moi, c'était la première, après j'en ai quand même fait 3 autres. Voilà, non mais voilà, mais après il y a cette notion d'échec, se dire pourquoi ne pas tenter et aller, et puis si ça foire, c'est pas grave, on apprendra de ses erreurs et on recommencera différemment et on arrivera à un moment à y aller. Mais pourquoi faire ? Il n'y a que vous qui pouvez y répondre à cette question, ça vient de l'intérieur.
Eh bien, on arrive à la fin de cette table ronde. Si effectivement vous vous posez encore la question du pourquoi faire, on vous invite à participer et à assister au témoignage du coup de Driss Sadoun de PostLab qui parlera de ce sujet. Et du coup, on s'arrête sur cette dernière question pour clôturer la table ronde. Êtes-vous prêts maintenant, après ces échanges et ces éclairages, à entreprendre ou pas? Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci au panel.